Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, je reçois un Yvelinois, il s'appelle Jean Garrigue, il est historien universitaire et auteur. Il sort un nouveau livre qui s'appelle « Une histoire érotique de l'Élysée ». Jean Garrigue, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir. Et vous êtes donc, ce que j'ai dit, historien, universitaire, auteur, bien sûr, et aussi président du comité d'histoire parlementaire et politique. Qu'est-ce que c'est que cette fonction ? Donc d'abord, j'ai même enseigné tout près ici à l'université de Saint-Quentin en Yvelines. Ça, j'allais le dire après. Il faut quand même le souligner. J'allais le dire après. Non, le président du comité histoire, c'est un comité que j'avais créé il y a 20 ans maintenant, au moment d'ailleurs des élections de 2002, pour essayer de rappeler un petit peu aux universitaires et au grand public que la richesse de ce qu'avait été notre vie parlementaire, qui a tendance sous la Ve République un peu à s'étioler. Et donc à travers la soutenance de thèses, un séminaire que nous tenons à Sciences Po, des colloques, des conférences, des publications aussi, d'ouvrages, une revue qui s'appelle Parlement. On essaye de rappeler à quel point c'est important d'avoir une vie parlementaire active, des contre-pouvoirs riches et vivantes, alors que la Ve République a eu un peu tendance à la négliger. Je comprends. Très bien. Donc vous présidez cette association ? Oui, c'est une association, loi de 1901, non lucrative. Très bien. Alors aujourd'hui, on est là pour ce livre, Une histoire érotique de l'Élysée. Voilà. Vous avez, sous-titré de la Pompadour au paparazzi. Alors la Pompadour, ça fait tilt en tant que Yvelinois. La Pompadour, forcément, c'est Versailles. L'Élysée n'est pas à Versailles, que je sache. Mais racontez-nous quand même un peu cette histoire de l'Élysée du départ, en fait. On va voir après des visuels sur l'hôtel d'Évreux qu'il était auparavant. C'est une histoire qui est érotique et sulfureuse dès le début en réalité, parce que l'homme qui a fait construire ce palais, cet hôtel particulier en bas des Champs-Élysées, au départ, c'était un des grands du royaume. On est au XVIIIe siècle, et il a fait construire, pour simplifier, fait construire ce château avec cet hôtel particulier, avec l'argent de sa femme, qui était une roturière, une bourgeoise, et ce comte d'Évreux, donc dès qu'il s'est installé dans le palais de l'Élysée, a dit à sa femme: écoute, j'ai plus besoin de toi, tu retournes dans ta province, et moi je m'installe avec ma maîtresse, la comtesse de Lédivier. D'une extrême élégance, cette attitude. Ah, d'une très grande élégance. Elle avait quel âge, cette femme ? Elle était très jeune, sa femme. Il l'a épousée à 12 ans, je crois. Voilà, elle était en plus... Bon, alors il a dû comprendre, c'était une enfant. Oui, alors en ce moment-là, elle était déjà presque mûre. Du trafic. Mais elle a été quand même assez déçue par l'attitude de son volage époux, dirais-je. Pour pas dire voleur. Pour pas dire voleur. On est d'accord. Alors, après, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, notre rapport à Versailles, il arrive là, je crois. Après, il y a eu notamment la marquise de Pompadour qui s'est installée. Qu'est-ce qu'elle faisait là, cette brave marquise ? Mais en fait, on est plutôt sur la fin du règne, en tout cas, de son rayonnement. De sa séduction. Et de sa séduction, exactement. Elle est devenue plutôt une conseillère, une amie du roi, de Louis XV. Et on disait notamment qu'elle l'orientait beaucoup dans le choix de ses jeunes maîtresses. Mais elle s'est installée là. Elle a vécu assez malheureuse finalement parce que sa fille est morte à ce moment-là. Mais oui, qu'elle aimait beaucoup. Qui était toute jeune. Et c'est plutôt un moment assez sombre de la vie de la marquise de Pompadour, d'autant plus qu'elle était détestée par les Parisiens parce qu'elle avait fait faire des aménagements autour du palais de l'Élysée qui sont un peu à l'origine du parc qui est autour. D'aujourd'hui, que ça avait lésé beaucoup de cultivateurs parce qu'à cette époque-là, il y avait des champs, des vergers, tout ce qu'on voulait. C'était très agricole et donc ça n'a pas été vraiment un très beau moment pour elle. D'accord. Mais néanmoins, elle continuait à faire son marché pour Louis XV, donc à lui chercher, d'après ce qu'on m'a dit, mais petite jeune fille complaisante, bien pure surtout, pour pas qu'il attrape de maladie. Exactement. Voilà. Et elle les lui ramenait par Causserre à Versailles, dans une petite maison du quartier Saint-Louis. Exactement. Voilà, c'était son travail. Dans les Yvelines. On est toujours à Versailles. Voilà. Alors après cela, il s'en est passé d'autres. Vous croyez, vous, en la mémoire des murs, des lieux que...
C'est drôle parce que c'est un peu ce qui rebutait le général de Gaulle. Lorsqu'il s'est installé à l'Élysée, il disait c'est un palais pour le plaisir, un palais de la main gauche. Lui, il aurait souhaité s'installer dans des lieux plus austères, plus solennels. Moins imprégnés de luxure. Exactement. Il pensait aux Invalides, il pensait au château de Vincennes, qui est beaucoup plus massif et austère. Et donc, c'est parce qu'il y a eu toute une histoire dans ce palais de l'Élysée, mais qui est liée en réalité, d'abord, sous l'Ancien Régime, à ce goût de la courtisanerie, de la séduction, du luxe, etc. Et puis qui ensuite est lié à ce parallélisme entre le goût du pouvoir et le goût de la séduction. C'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir ont quand même très souvent une sorte de lien particulier avec l'érotisme, la sexualité et ce besoin de conquérir qui leur est donné presque naturellement par le fait qu'ils détiennent ce pouvoir politique. Mais alors, qui de la poule et de l'œuf ? C'est qu'ils l'ont avant cette volonté de séduire un barreau de chaise. Et du coup, c'est dans leur ADN, c'est dans leur caractère. C'est une sorte de cercle vicieux. Oui. Henry Kissinger, qui était le secrétaire d'État de Richard Nixon, disait que le pouvoir est le plus puissant des aphrodisiaques. Donc ça, c'est une certitude. La détention du pouvoir attire un certain nombre de femmes, attirait. C'est peut-être aujourd'hui moins le cas. Et en même temps, le fait d'être arrivé là, à ce degré du pouvoir, montre une capacité non seulement à conquérir, mais à séduire aussi, qui fait que éventuellement vous pouvez avoir des prédispositions à séduire les femmes. D'accord. Et puis alors, est-ce qu'on peut comparer, parce qu'avant De Gaulle, donc il y a eu énormément de chefs d'État qui ont eu énormément de liaisons, de maîtresses cachées, moins cachées, etc. C'était un peu la valse permanente. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut comparer ces hommes à un petit enfant dans une pâtisserie où on lui dit vas-y, tout est à toi, mange ce que tu veux, ou alors c'est plus quelqu'un qui se rassurerait en se disant bah tiens, j'ai eu tellement de conquêtes, c'est que je suis comme quelqu'un de très 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 important. Il y a un peu des deux, selon les périodes. Prenons l'exemple de Napoléon III. Napoléon III, qui a vécu finalement assez peu de temps à l'Élysée, il n'y a vécu pas en tant qu'empereur, mais d'abord en tant que président de la République, car avant son coup d'État du 2 décembre 1851, il n'était que président de la République, c'est-à-dire le premier président de la République. Louis-Napoléon Bonaparte, donc devenu Napoléon III, était un véritable érotomane. Je veux dire qu'il avait un appétit de séduction et de sexualité qui était quelque chose de faramineux. D'autres, les hommes de la Troisième République, par exemple, qui sont venus donc après, on est à la fin du 19e, début du XXe siècle, donc plutôt des hommes qui ont une double vie en réalité, qui ont besoin, à côté de leur vie publique, officielle, leur épouse, etc., d'avoir des maîtresses. On est dans les années 1870, 1914, vous voyez, l'exemple typique, ce serait ce fameux président de la République, Félix Faure, qui est mort, comme on le sait, en 1899, dans les bras de sa maîtresse. De sa connaissance. Voilà, il a perdu sa connaissance. Il a perdu sa connaissance, mais voilà. Ouais. Et alors, très méchamment, Clémenceau disait il se voulait César, il est mort Pompée. Oui. Parce que sa maîtresse, Meg Steinel, était dans une situation particulière avec lui, dans ce salon d'argent de l'Élysée, où reste intact d'ailleurs le canapé où se serait produit ce drame. En fait, il est mort un peu de temps, plus de temps après, hors de l'Élysée, mais c'est là que ça s'est passé. Bon, en attendant, donc jusqu'à De Gaulle, ça a été un peu comme ça. Après De Gaulle, beaucoup plus sage, on s'est calmé. Pompidou, même combat, on s'est calmé. Et après, ça a repris. Mais oui, c'est ça qui est très intéressant, c'est que les présidents de la Ve République sont des monarques républicains. Ils ont des pouvoirs exorbitants qui sont sans doute les pouvoirs, objectivement, les pouvoirs politiques les plus importants de toute la sphère mondiale. Je mets de côté les dictatures. Dans les démocraties, il n'y a pas plus de pouvoir qu'un président de la République française sous la Ve République. Et donc, de manière presque assez naturelle, ces hommes-là se sont comportés comme se comportaient les monarques ou les grands du royaume dans l'Ancien Régime.
c'est-à-dire avec une frénésie de conquête totalement décomplexée, une vision de la femme quand même, plutôt la femme trophée, la femme objet, un besoin de séduire aussi très fort, hein, que ce soit un Valéry Giscard d'Estaing, un François Mitterrand, sont d'abord des séducteurs. Et ils étaient protégés parce que tout était caché. Et voilà, et il bénéficie... La presse était complice. Tout le monde savait, personne ne disait rien. Exactement, il bénéficie d'une forme d'omerta qui a permis par exemple à Jacques Chirac, quand il était Premier ministre, d'être fou amoureux d'une journaliste, avec qui il a même failli éventuellement s'enfuir et quitter même la vie politique. François Mitterrand, on le sait, qui a mené une double vie, mais c'était en fait une triple, une quadruple, une quintuple vie, puisqu'il a eu beaucoup de maîtresses, d'aventures. Voilà. Oui, alors leurs femmes légitimes dans tout ça, elles ont quand même accepté un sacré deal parce que elles avaient le sale boulot, entre guillemets, enfin, la décoration, mais pas que, parce que j'imagine que se taper les commémorations, les voyages d'affaires, enfin pas d'affaires, mais les voyages, c'est pas forcément peut-être très rigolo, sachant que après il y avait des jolies jeunes filles qui attendaient leur épout. Vous avez complètement raison. Elles acceptaient. Ben oui, que ce soit Anémone Giscard d'Estaing, Danielle Mitterrand, Madame Chirac, Bernadette Chirac. De ça, elles en ont beaucoup souffert, mais ont accepté au nom d'abord comment dirais-je, d'une sorte de besoin justement ou de devoir vis-à-vis de leur épout, parce qu'il y avait au bout, il y avait le pouvoir suprême, une sorte de deal, de contrat de mariage qui allait jusqu'au sommet. Et puis aussi parce que on vivait quand même encore sur des principes très, très archaïques. Où, la femme soumise. Voilà, tout simplement. Après, j'accélère un tout petit peu parce que malheur, c'est bientôt l'heure. Après, les autres femmes, on parle de Cécilia, puis Carla, puis Valérie Trierweiler. Eh bien, elles n'ont pas accepté ça. Non, elles n'auraient jamais accepté. Elles n'ont pas accepté. Valérie, elle a bien mis les pieds dans le plat et exactement. Ça lui a coûté cher. Enfin, elle a failli perdre la vie, mais c'est vraiment, il y a une rébellion. C'est une nouvelle heure. C'est une nouvelle génération, une nouvelle rébellion. On voit bien que Cécile Sarkozy n'a pas accepté les codes de cette co-gouvernance. Pareil pour Valérie Trierweiler. Et on voit bien qu'aujourd'hui, Brigitte Macron n'accepterait pas ce type de comportement. Et c'est très intéressant. Et nous non plus, l'opinion publique non plus. Et c'est fondamental. Parce que c'est limite ringard, si je peux me permettre. Oui, c'est totalement ringard. Ça ressemble, je le répète, c'est la reproduction. Et c'est ça, au fond, qui m'a fasciné dans le fait de raconter cette histoire sur le temps long. C'est qu'on a reproduit, il y a 20, 30 ans, des comportements qui étaient ceux, je le répète, des aristocrates du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Et ça, c'est quand même très, très, très troublant. Mais aujourd'hui, à l'époque de MeToo, à l'époque de l'information, je dirais, en temps réel, ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible. Et l'opinion n'accepterait plus. Et les femmes ne l'accepteraient plus. Bon, voilà une bonne nouvelle. J'espère qu'on va aller dans le bon sens. Ben oui, il n'y a pas de raison. J'avais une autre petite question. Je me demandais, mais comment ils arrivaient à gouverner? Alors, je vous demanderai de répondre assez vite, parce que je crois que je déborde. Comment arrivaient-ils à gouverner en ayant en tête la jeune femme du début de l'après-midi, celle du milieu, celle du soir, celle du lendemain, enfin... C'était tellement naturel pour eux. D'abord, ce sont des gens qui ont des grandes capacités de travail et intellectuelles. Mais je pense que c'était tellement naturel pour eux, ça s'intégrait naturellement dans leur manière de gouverner. Leur facilité de travail. Voilà, c'était naturel. Alors, Jean Garrigue, un grand merci, c'est passionnant. J'encourage tout le monde à lire ça, parce qu'on voit en même temps l'évolution de la société. Exactement. C'est ce que des comportements qui correspondent évidemment au comportement des gouvernants actuels. Exactement. Voilà, vous avez un nouveau livre, parce que vous écrivez beaucoup apparemment, qui s'appelle... Ça s'appelle La tentation du sauveur, histoire d'une passion française. Alors peut-être qu'un jour on en reparlera. Avec grand plaisir. Bon, en tout cas, déjà, merci beaucoup pour cette histoire érotique de l'Élysée, passionnante. Et à très vite. À très vite. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau VIP.